membres de INCA et personnel soignant à l'hôpital du district de Fumban, responsable du service de santé mentale. Merci. Emmanuel, médecin gynécologue obstétricien, pour le moment le seul dans le Noun. Donc du coup je suis le référent dans ce qui concerne la santé de la reproduction. Je suis à l'hôpital protestant de Dissé le lundi, mardi, jeudi, vendredi et à l'hôpital du district le mercredi. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Je suis docteur Zeket Chantal. Je ne suis pas docteur comme docteur Kunga. Moi je suis dans la recherche, je suis géographe de formation. Donc je suis géographe et je travaille dans les questions foncières. Mais pour ce qui me concerne aujourd'hui, je viens de la part du RAID, qui est le réseau dynamique pour le développement des femmes. Donc c'est un réseau, c'est une association de femmes qui travaille pour accompagner la femme dans plusieurs domaines, domaine santé, domaine éducation, entrepreneurial. Et nous faisons partie de la coalition, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc c'est en quelque sorte ça. Merci. Merci également à vous, chers membres du panel. Comme j'ai dit tout à l'heure, sans transition, nous allons passer au point saillant de notre rencontre ici aujourd'hui. Alors, le grand thème, c'est sans protocole. Notre échange va porter sur deux grands thèmes. Le premier thème sera tout simplement le cancer du sein. On va parler des causes, des symptômes, des manifestations et la prévention. Et ensuite, on parlera du cancer du col de l'utérus, causes, symptômes, manifestations et également la prévention. Alors, quelques règles élémentaires comme ça pour constituer notre charte aujourd'hui. Nous vous invitons à une écoute attentive, très attentive, et nous souhaitons également que ces moments soient des moments d'échange. Nous ne souhaitons pas que ce soit un cours. Nous avons également beaucoup à apprendre de vous, donc nous souhaitons vraiment que ce soit un moment d'échange. Et là, nous allons nous remettre à la personne la mieux indiquée, Dr. Kougan, pour nous édifier. Merci bien. Le cancer du sein. Du haut en bas. Il n'y a pas de souci. Et qui a déjà vu une dame, qui a déjà entendu parler du cancer du sein? Personne? Qui a déjà vu une femme qui a le cancer du sein? Personne. D'après vous, vous pensez que le cancer du sein, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe? Qu'est-ce qui peut pousser à penser au cancer du sein? Oui. Elle parle des boules ou bien des boules dans le sein ou bien le sein qui a pris du volume. Elle a tout à fait raison, le sein ne doit pas avoir des boules. Donc quand on a des boules dans le sein, on peut penser au cancer du sein. Qui d'autre? D'accord, les ganglions, ce sont des tuméfactions qui viennent au niveau des zones de rencontre, des grandes articulations. Quand on prend le sein, on va monter par zone de charge au niveau des aisselles. Donc on peut avoir des tuméfactions qui sont palpables au niveau des aisselles. C'est bon. Qui d'autre? Aucune idée? D'accord. Il y a quoi un diaporama? C'est un diapo. Déjà. C'est nous, non? Hein, les dames? C'est très participatif. Quand le docteur vous pose des questions, il faut répondre. Et si vous avez des questions, vraiment c'est le moment de les poser pour mieux comprendre. Vous avez compris, ce n'est pas un sujet tabou. Comme d'aucuns ont tendance à le croire. On a honte d'en parler, non, on ne doit pas avoir honte d'en parler. On a la chance d'avoir le docteur Kunga, on a la chance d'avoir... donc, soyez vraiment dégagés. Il
faut poser le maximum de questions, on va vous répondre. Vous avez compris, les amis? Oui, madame. Merci. Je dirais en introduction que le cancer du sein est un problème de santé. Peut-être on ne voit pas souvent les dames qui ont le cancer du sein, mais elle va arriver à l'hôpital quand on est à un stade avancé. Et vous verrez cela dans les photos qu'on va présenter à la fin. C'est un problème de santé publique et il fait partie avec le cancer du col des deux cancers les plus fréquents chez la femme. Le cancer du sein est le premier, le cancer du col le deuxième. Ça c'est dans la littérature, dans le monde entier. Mais en Afrique, c'est le cancer du col qui est le premier cancer de la femme. Parce que quand on va voir dans l'étude du cancer du col, on verra que le cancer du col est une maladie sexuellement transmissible. Et étant sexuellement transmissible, si on a déjà eu des infections génitales ou si on a commencé les rapports sexuels, on peut être sujet au cancer du col. Et chez nous, on va à l'hôpital, tardivement, quand on essaie de traiter, ça n'a pas marché, c'est là on va à l'hôpital. D'où alors la fréquence du cancer du col de l'utérus. C'est fréquent chez nous, mais en Europe, ils ont la sécurité sociale, moindre problème, ils ont des bons pour aller à l'hôpital. Ils vont se faire consulter, ils ont le dépistage, ils ne vont pas arriver au cancer. Parce qu'entre les deux, que ce soit le cancer du col, que ce soit le cancer du sein, il y a les signes qu'on peut détecter dans le dépistage. Et quand on les détecte, on prend en charge, et c'est comme si on n'a pas développé ce cancer. La mortalité reste élevée et reste même sous-estimée, parce qu'au Cameroun, on a un service qui s'occupe des cancers, qui est à Yaoundé, mais on n'envoie pas toutes les informations. Souvent, nous avons les mamans dans des villages qui vont décéder, mais on n'est pas informé à Yaoundé, dans le registre des cancers, qu'il y a une dame qui est décédée du cancer. Mais avec la pratique quotidienne, avec les registres des hôpitaux, on voit ces dames-là qui décèdent constamment. La mortalité reste élevée et la qualité de la prise en charge n'est pas encore adéquate. On n'a pas un plateau technique élevé pour faire cela. Donc, d'où l'intérêt de faire le dépistage pour avoir un diagnostic précoce et pour agir activement sur le cancer du col du sein. Diapositive. Donc, par définition, on dira que le cancer du sein, c'est une prolifération tissulaire anarchique et incontrôlée développée aux dépens du tissu mammaire clinique. Nous avons les facteurs hormonaux, la puberté précoce. Puberté précoce parce qu'avec la puberté, ce sont les hormones, ce sont les cancers hormonaux dépendants, c'est-à-dire sont en fonction des hormones. Et on sait que pour que les menstrues, on a besoin des estrogènes et des progestérone. Et quand ces hormones agissent, ils agissent également sur d'autres tissus. Bon, peut-être que c'est très loin, on ne voit pas, mais quand on est plus proche, on va se rendre compte qu'il y a un sein qui est plus volumineux que l'autre. Et à côté, il y a la rétraction de la portion. Oui, ça c'est quelques photos, diapositives. On va presser le mamelon pour regarder s'il y a un écoulement, comme finit avec l'examen. Oui. On palpe les aisselles. Une nodule sur une masse. Si on trouve une boule, il faut regarder son... Est-ce qu'il est ferme quand on le palpe? Parce qu'on peut aussi avoir une kyste au niveau du sein. À la fois, on peut le retirer, ou bien est-ce qu'il est fixé à la chair? Ça, c'est le ressort du médecin. Il va demander soit l'échographie, et pour compléter, si on pense une panoplie de thérapies qu'on peut faire. Donc, sensibiliser les femmes sur le fait que les seins des menstrues, on regarde ses seins, on apprécie ses seins. C'est ce que l'on va aimer chez vous. On peut le coucher sur le dos, on peut le faire pour palper, c'est ces trois doigts-là. Taper mon sein gauche, ça dépend de ma position, si je suis couché. Ça me fait 4 cadrans. Et il y a les différentes techniques. Il y a une méthode verticale. Diapositive. Avec les trois doigts, ça c'est la méthode radiaire. On va de part et d'autre, comme si on contournait le sein. On va le palper avec les trois doigts, de part et d'autre, pour regarder s'il y a une masse. On ne les tape pas, c'est pas comme si on tâtait, on les appuie contre le gris costal, de part et d'autre, pour regarder est-ce qu'il y a une boule qui tourne entre nos doigts. Donc on va appuyer jusqu'à sentir le thorax, les zones du thorax. Et on va regarder est-ce qu'il y a une boule à l'intérieur. Ça c'est la méthode radiaire, avec une main élevée. Et on n'oublie pas d'appuyer le mamelon, de presser pour regarder s'il y a un écoulement. D'accord, réaliser un examen qu'on appelle la mammographie. Et la mammographie, c'est un examen radiologique des seins. L'examen est utilisé pour dépister le cancer. Ça se pratique à partir de 50 ans. Et dès 40 ans, s'il y a des facteurs de risque. Et on le pratique tous les 2 ans. Mais dans l'intervalle de 2 ans, on a l'examen clinique qui peut se faire tous les 6 mois.
On a l'autopalpation qui se fait tous les mois. On va rester souvent à la maison, elle ne vient pas. Pour une dame qui a ce cancer négligé là, c'est parce qu'elle n'a pas consulté. Alors que si on faisait l'autopalpation, on pouvait dépister à des stades où il n'y a que des signes d'alerte. Et en faisant les examens de spécialité, on pourra dire oui, il y a un cancer et apporter un traitement adéquat. Donc, d'où la nécessité de pratiquer l'autopalpation. Je vous remercie. Alors, merci infiniment, à santé. Nous allons, avant de passer à la deuxième phase, avec naturellement le cancer du col de l'utérus, nous allons prendre quelques questions. Des questions, des incompréhensions, des manquements, des ajouts. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres expériences que vous voulez partager avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je te présente les questions. Bonsoir monsieur. Je suis Gérard Béchité, étudiant ici à l'Institut supérieur de management et de technologies appliquées. Je fais marketing commerce et vente niveau 2. Ma préoccupation est celle de savoir, le docteur s'est longuement étalé sur les méthodes de dépistage, les méthodes cliniques. Bon, j'aimerais savoir, y a-t-il pas des méthodes, des attitudes de prévention du cancer? Les attitudes de prévention. Mais ça donne les facteurs de risque déjà. Quand on a les facteurs de risque, on peut les développer. Et les développer, c'est pour éviter qu'on arrive au cancer. Quand on ne veut pas arriver au cancer, il faut les dépister. On est en train de parler de dépister. Maintenant, dans la prévention, souvent on a parlé de téter le sein. Je pense que tu vas arriver à ça. Oui, on se fait téter le sein, ça aide. Puisqu'on a vu dans les facteurs de risque qu'il y avait les dames qui n'ont pas allaité. On a vu dans les facteurs de risque les dames qui accouchaient à un âge avancé. Donc se faire téter le sein aide. Si tu voulais savoir. Merci. D'autres questions? Autre question? Bonsoir monsieur, je me nomme Gacheli Alima Toussadia, étudiante à l'Institut de Management et de Technologie Appliquée, MCV niveau 2. Bon monsieur, ma question est de savoir, les gens qui ont souvent les boutons au niveau des tétons là monsieur, c'est dangereux monsieur? Inspecter son sein, regarder si c'est symétrique. En fait, s'il n'y a pas d'anomalie, si c'est uniforme à gauche ou à droite, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous trouvez une anomalie, vous partez à l'hôpital pour qu'on pose un diagnostic. Ça dépend. Ça peut être une dame qui allait. Quand on allait, le bébé va souvent avoir des morsures, il y a des crevasses. Ça peut être fait de petits boutons. Ça peut être une petite blessure qui est venue. Ça peut être une allergie au soutien. Mais déjà, le fait de voir cela, ce n'est pas normal. Il faut venir consulter pour qu'on regarde. On te rassure, oui, c'est bon, c'est pas grave. Ou à défaut, s'il y a lieu de s'inquiéter, on va te demander des examens approfondis. Donc déjà, s'il y a une anomalie, vous avez l'habitude de vous mirer. Si vous voyez quelque chose qui n'était pas là avant, allez-y pour qu'on vous rassure que oui, c'est normal ou pas. Monsieur, moi c'est l'étudiante Faïs Evoyou, sciences infirmières à l'INSTA, Institut supérieur de technologie appliquée. J'aimerais savoir si on peut complètement guérir du cancer du sein complètement. Oui et non. Ça dépend du stade où on pose le diagnostic. On a dit qu'on pose le diagnostic. Le but du traitement, c'est quoi? C'est retirer la tumeur. Et quand on regarde par exemple cette dame-ci qui a ce cancer, bien le cancer négligé, vous voyez que la tumeur a pris tout le sein. Et quand on dit cancer, il ne reste pas sur place, il va émettre les métastases. Parce que quand on va voir cette dame qui a le cancer, à un moment donné, quand elles vont raisonner, on va croire qu'elles sont devenues débiles. Parce que le cancer a pris le sang, et quand elle prend le sang va dans tout l'organisme. Donc ça peut amener des particules partout et créer des complications. Mais par contre, quand on prend le cancer et quand il est encore localisé, on peut faire une chirurgie, on estime toute la partie. Et on reste dans les zones saines. En ce moment, on est guéri du cancer. Mais on peut refaire notre cancer sur le sein ou les autres parties du sein. Le cancer débute quelque part. Et si on a retiré la zone, il y a le reste du sein qui est là. On peut redévelopper notre cancer plus tard. Mais si on arrive à un stade avancé,
même la chirurgie sera plus possible. On va te faire les soins palliatifs, notamment la chimiothérapie, la radiothérapie. Mais si on a détecté le cancer très tôt, on peut faire une chirurgie. Et si on fait la chirurgie, tu es guéri du cancer. On oublie que tu avais le cancer. Merci. Donc, je salue toute l'assistance. Je m'appelle Fébroïm Pierre. Je suis étudiante. Je suis élève maîtresse, pardon, niveau bac dans cet établissement. Vu les facteurs de risque présentés par le médecin, est-ce pour autant dire que le cancer est une maladie où on doit s'attendre, simplement croiser les bras pour attendre son arrivée et chercher à dépister pour soigner, où il y a une méthode, où il y a un travail à faire, à fournir pour éviter d'entrer même en contact avec le cancer? C'est ça que je voulais demander. Si le cancer est venu un jour, on ne savait pas d'où ça sortait, on ne savait pas ce que nos ancêtres ont eu. Alors nous sommes des descendances. Maintenant, on se dit, tiens, il ne faut pas que le cancer arrive. Ce qui est réel, si ta maman a eu le cancer, nous avons des sœurs qui peuvent développer le cancer, sont exposées à les développer même. Et on a vu quelque part, quand on regardait, j'ai traversé, il y avait les mutations des gènes. Chez certaines personnes où les mamans ont le cancer, on regarde ces gènes, on les enlève directement pour qu'on n'arrive même pas à la maladie. Maintenant, il y a d'autres dames dans la famille, il n'y a jamais le cancer, mais un jour développe le cancer, peut-être c'est elle qui va débuter. C'est pourquoi on demande de pratiquer l'autopalpation pour éviter que ça arrive. Il y a d'autres qui vont mourir du cancer du sein, elles ne sont pas passées à l'hôpital. Elles étaient à la maison, elles n'ont pas voulu consulter. On a peur d'être stigmatisées. On va dire la grand-mère, là, c'est la sorcière, c'est elle qui vend les enfants des autres quartiers. Elles ne vont pas venir à l'hôpital. Donc c'est pourquoi pour éviter cela, on préfère que toute dame peut avoir le cancer. Mais maintenant, il y a certains comme chez qui le risque est élevé, d'où il y avait les facteurs de risque. Comme ça, il y a d'autres enfants qui naissent avec des tumeurs. Ils n'aiment pas encore tester, mais là, on n'arrive pas, on demande de pratiquer l'autopalpation. Voilà, avec l'autopalpation, on peut découvrir près de 80%. Donc la seule prévention, c'est de pratiquer l'autopalpation, c'est chaque mois. Et en le pratiquant chaque fois, s'il y a quelque chose, un événement qui survient, tu te rendras compte que bon, la dernière fois, il n'y a pas telle chose, et aujourd'hui, il y en a, et ça va te pousser à aller à l'hôpital pour qu'on ait une idée. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Moi, je vais dire aux élèves Afsa Jazdi, élève maître Ismatia, niveau bac. Bon, s'il vous plaît, monsieur, dans vos propos, vous avez mentionné que le cancer avancé, c'est à partir de 40-50 ans. J'aimerais savoir si à l'âge de 12, voire 20 ans, on ne peut pas manifester le cancer avancé. Merci pour la question. Cancer avancé, ce n'est pas forcément à 40 ans. Hein. On a vu une dame là qui a 32 ans. Cette dame-là. On disait pour les facteurs de risque, pratiquer la mammographie, c'est à 40 ans pour la mammographie, pour ceux qui sont exposés aux facteurs de risque. Et 50 ans chez toutes les autres femmes. Et ça se fait tous les 2 ans. Donc pour une dame qui n'a pas les antécédents de cancer dans la famille, elle peut pratiquer sa mammographie tous les 2 ans, à partir de 50 ans. Mais pour celle qui a les antécédents ou bien qui a des facteurs de risque, elle ne va pas attendre 50 ans. C'est déjà depuis 40 ans. Mais maintenant, le cancer, on peut le trouver chez d'autres personnes aux âges avant. Là, nous avons 32 ans. Donc, on peut le développer avant chez certaines personnes. Merci. Moi, c'est Zima Cheboussena. J'aimerais savoir, le professeur, n'est-ce que le docteur a juste parlé du cancer du sein en ce qui concerne les femmes. Mais en ce qui s'agit aussi les hommes qui sont aussi concernés en ce qui concerne le cancer, comment est-ce que faire le suivant? Merci, vous avez raison. Le cancer du sein existe aussi chez l'homme. Mais une souffrance très basse que souvent on néglige. C'est pourquoi on s'attarde plus sur la femme. Mais sinon, c'est réel, ça existe chez les hommes. Il y a le cancer chez les hommes. Pour savoir si une femme a le cancer, si elle peut arriver à allaiter un enfant, si c'est le cas, est-ce que cet enfant ne risque pas d'avoir un problème? Merci. Avant le cancer du sein, déjà on ne va pas utiliser le sein qui est attaqué. Elle peut continuer d'allaiter avec l'autre sein. Et il n'y a pas de problème, mais pas avec le sein attaqué.
Puisqu'on a dit, tu peux avoir le cancer du sein gauche, on va faire ta chirurgie et plus tard, même après 3 ans, tu développes le cancer du sein droit. Si l'autre sein n'a pas de problème, elle peut allaiter. Mais il ne va pas prendre une nourriture qui est déjà infectée. Là, avec le cancer, on a parlé des écoulements. Et dans ces écoulements, il y a des cellules malignes. On ne va pas mettre ça au bébé, on ne va pas donner au bébé. Donc avec le cancer qui est malade, avec le sein malade, elle ne doit pas allaiter. Mais elle peut allaiter avec l'autre sein. Qui est celle du savoir. Je voudrais mentionner que lorsqu'une femme n'allaite pas, elle développe le cancer du sein. Et j'aimerais savoir si c'est le lait qui reste là, qui donne ce cancer du sein ou c'est un autre organisme qui va donner ça là. Merci. Merci. Toutes les femmes qui n'allaitent pas ne vont pas développer le cancer du sein. Mais le fait de ne pas allaiter est un facteur de risque pour développer le cancer du sein. Il y a des femmes qui accouchent et qui ne vont pas allaiter. Il y a des médicaments pour assécher le lait. On va te donner la bromocriptine, ça va assécher le lait. Mais maintenant, pour que le cancer se développe, c'est à partir des tissus ou bien à partir des vaisseaux, des canaux galactophores. Donc ce n'est pas le lait qui permet que le cancer se développe, non. C'est à partir là, il a son lieu de développement. Maintenant, pour ceux qui n'allaitent pas, il y a des médicaments pour assécher le lait dans le sein. Ok? Merci. L'étudiant qui a déjà terminé. Ma préoccupation est à savoir si une personne développe fréquemment des abcès au niveau du sein. Ça peut concourir à un cancer ou... Je ne comprends pas. Merci pour la question. Beaucoup d'abcès dans le sein va donner des blessures du sein. On va traiter, on va faire des antibiotiques, mais ça ne va pas donner cancer. Le cancer, il a ses facteurs de risque, il a ses cellules sur lesquelles il se développe. Mais les blessures ne vont pas donner le cancer. On va choisir ces blessures. Ce n'est pas les blessures qui donnent le cancer. Ok? Bon après-midi à tous. Je me nomme Ayana Jimmy Balkis Alicia, étudiante en santé niveau 1. Ma question est celle de connaître les causes du cancer du sang. La question que j'attends. Il n'y a pas une cause, c'est pas comme le palu, on va te dire tu as l'anopheles qui t'a piqué, tu as développé ton palu. Mais il y a des facteurs de risque qui permettent de développer. Contrairement au cancer du col, on va te dire le human papillomavirus sexuellement transmissible qui est à l'origine. Mais pour le cancer du sein, il n'y a pas une origine, mais il y a des facteurs de risque. On a parlé par exemple du niveau socio-économique élevé. Pour une table d'alimentation peut agir pour la survenue du cancer du sein. Mais l'alimentation, les gens qui sont exposés à la même alimentation ne vont pas forcément développer le cancer du sein. Mais il y a certains facteurs, quand tu te retrouves dans ces facteurs-là, tu peux développer. Ce n'est pas une maladie qui a une cause spécifique. Mais c'est un terrain, c'est une pathologie hormonale, c'est beaucoup plus les hormones. Quand tu es exposé à beaucoup plus d'estrogènes, et exposé à beaucoup d'estrogènes, ça serait la puberté précoce, la ménopause tardive, avec tout ce temps, quand tu as débuté, normalement, d'autres femmes vont voir les premiers menstrues à 17 ans, mais il y a d'autres qui voient les menstrues depuis 9 ans. Et il y a d'autres à 42 ans, elles ne vont plus voir les menstrues, on va parler de la ménopause. Mais il y a d'autres femmes, même à 60 ans, voient encore les menstrues. Donc, elles ont un temps plus en danger, exposées aux hormones. Voilà quelles sont les pathologies hormonodépendantes. Maintenant, en plus des hormones, l'exposition aux hormones, il y a d'autres facteurs associés qui peuvent aider à développer le cancer. Ok? Oui, il y avait une question ici. Bonsoir. J'aimerais savoir quels sont les différents stades du cancer du sein et comment sortir. Tu veux traiter? Nous parlons du dépistage, on ne parle pas du traitement. Maintenant, le traitement est souvent multidisciplinaire. Quand on parle déjà du cancer, ça ne relève plus d'une seule personne. Dans le cancer, il y a plusieurs systèmes qui sont atteints. La personne est souvent anémiée, il faut voir l'hématologue. La personne a un système immunitaire affaibli, il faudra l'oncologue, le cancérologue. Quand on va faire la chimiothérapie, c'est un traitement qui est lourd, qui fait tomber les cheveux, chuter les cheveux.
Donc ce n'est pas une seule personne qui traite quand on est au stade de cancer. Par contre, elle ne veut pas qu'on arrive au stade de cancer. On fait le dépistage pour ne pas arriver au cancer, pour trouver ça au début et traiter. Mais quand on est déjà au cancer, le traitement, ce n'est pas une seule personne. C'est pourquoi il y a les services spécialisés. Et dans le service, il y a plusieurs disciplines qui entrent à l'intérieur. Même le radiologue, souvent, il faut faire la radiothérapie. Ce n'est plus ce n'est pas une personne, c'est une autre équipe. Il faut faire la chimiothérapie, c'est une autre équipe. Donc c'est multidisciplinaire le traitement. On saura détailler ici. Merci. Bon après-midi à tous. Merci. Moi c'est l'élève préférée Anne-Sandrine, étudiante en SI deuxième année. J'aimerais savoir éliminer, comment faire pour que le taux du cancer de l'utérus soit On commence avec l'autopalpation, on détecte le taux, on soigne, on n'est pas encore au stade cancer. Et quand on ne soigne pas, on évolue, on arrive au cancer. Et n'oubliez pas, faites-vous sucer le sein. C'était mon ami. Oui, la femme qui n'allait pas exposer son sein. Très important. Merci, docteur. Moula de l'Egnèche Pekeke. S'il vous plaît, monsieur, moi je voulais savoir si l'écoulement des seins est forcément un signe de cancer. J'ai un enfant de 17 ans. Merci pour la question. L'écoulement du lait n'est pas signe de cancer. Voilà, maintenant s'il y a un écoulement, il faut regarder est-ce qu'il est d'abord bilatéral. Ensuite, il y a la cytologie de ce produit-là. Quand on l'examine, c'est lui qui peut nous dire si c'est un cancer ou pas. Une femme qui n'allait pas ne doit pas avoir d'écoulement. Le lait vient quand on allaite, afin de stimuler la prolactinémie. L'hypophyse va sécréter la prolactine qui va produire du lait. C'est parce que le bébé tète ou bien parce qu'il y a la succion. Il est stimulé, l'hypothalamus sécrète la prolactine et le lait vient. Maintenant, une dame aussi, parce que les mamans sont souvent cachotières, peut-être aller faire son avortement, elle n'a pas dit. Et après, si la grossesse était avancée, il y aura du lait. À partir de 5 mois, les gens peuvent avoir du lait. Bien. Donc, ce n'est pas parce que le lait vient peut-être que sa grossesse. Et il y a du lait qui est présent. Maintenant aussi, peut-être le fait aussi de trop faire sucer, le fait de trop sucer le sein, ça peut faire monter le lait. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut modérer. Pourquoi chaque jour? Mais le petit copain, le petit ami, quand il est dans le sein là, ça peut faire venir le lait. On ne doit pas avoir le lait en temps normal, dans le lait, dans le sein. Tu veux prendre dans ma bouche? Nous savons généralement que le cancer de sein peut aboutir à une mort. Mais je veux savoir si vous servir de bonne danger ou d'autres maladies, ou peut-être aboutir à d'autres complications comme le cancer du sein. Je ne comprends pas. Je voulais savoir si le cancer du sein est un facteur pour d'autres maladies. Bien sûr. D'autres maladies ont les facteurs dans leur course. Si les femmes le paludisme, si tu es exposé à la buvie de la docteur, tu vas développer ton paludisme, malgré ton cancer. Mais ce qui est sur le cancer, qu'elle est là, son rôle c'est de fragiliser ton immunité, un peu comme le VIH-Sida. Le VIH-Sida lui-même n'est pas maladie, mais va détruire tout ton système immunitaire et puis on peut faire aux maladies opportunistes. Tous peuvent t'attaquer en tout moment. Le cancer, lui, diminue ton immunité, et si l'immunité est basse, tu es sujet à beaucoup de maladies opportunistes. Je suis étudiante en sciences de l'infirmier niveau 2 à l'Insta Santé. Je me nomme Yanni Samira. Ma question ici est de savoir, quand vous avez eu à parler des facteurs de risque du cancer du sein, vous n'avez pas invoqué un sujet comme les avortements, alors que, s'il vous plaît,
documentaire que j'ai eu à feuilleter, on nous dit que les avortements sont donc concours, donc ça fait partie des risques à développer un cancer du sein. J'aimerais bien que vous nous édifiez là-dessus. Vous avez la référence de votre demande? Google. Dans Google, tout le monde peut écrire. Maintenant, il y a les revues scientifiques. Parce que vous dites, c'est là qu'il faut mener les études. L'étude a été menée pour sur quelle population, ils ont eu quels résultats. Dans Google, n'importe qui peut se lever et pas mettre son expérience. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Maintenant, quand on va te dire que la quinine va traiter le palu, par exemple, c'est parce qu'il y a une équipe de chercheurs qui a développé, qui ont extrait, qui ont expérimenté, et ils font le résultat de leur recherche. Ils publient. Avortement, dans ma formation de gynéco, je n'ai jamais suivi que c'est un facteur de risque du cancer du sein. C'est pourquoi je demande à faire. Maintenant, comme ça fait longtemps, ça fait peut-être 10 ans que je suis gynéco, peut-être je n'ai plus lu. Peut-être c'est nouveau, je vais m'édifier. Je veux les références. Mais sinon, à ma connaissance, avortement n'est pas un facteur de risque de cancer du sein. Bonsoir docteur. Moi c'est l'étudiante Coupé Bakis en sciences infirmières niveau 2. Tout à l'heure vous avez parlé de se faire sucer les seins. J'aimerais savoir comment est-ce que la méthode de succion prévient le cancer chez une femme qui n'a jamais conçu. Merci pour la question. On a vu les facteurs de risque, n'est-ce pas? Et dans les facteurs de risque, on a parlé de la dame qui n'a pas allaité. On est d'accord? La dame qui n'a pas allaité. La dame qui a accouché tardivement. Mais dans la succion du sein, en suçant, quand vous faites la succion du sein, il y a des sensations dans votre organisme, c'est que toutes les cellules sont en activité. Ils sont pas, en fait, le mécanisme physiopathologique n'est pas développé, mais c'est une recommandation de faire sucer le sein. Lui, il prévient la survenue. Et j'ai dit, en suçant beaucoup, le lait risque d'arriver dans la bouche. C'est le même mécanisme que le bébé qui va traiter. Donc, si on fait sucer le sein, ce n'est pas une grande cette nationalité. Et en arrêtant, on réduit le risque de survenue du cancer du sein. Donc, les cellules sont fatiguées. Et quand les cellules sont fatiguées, ceux qui peuvent avancer, ils avancent. Alors, ils ont besoin de virus. D'accord. Pardon? Certains d'autres ne connaissent pas. D'accord. La femme accouche, n'est-ce pas? Le bébé là pour sortir va passer par le col de l'utérus. Quand on est en salle d'accouchement, on doit le dilater à 2 doigts, 3 doigts. C'est le col de l'utérus qui est dilaté. Donc l'utérus, c'est cet organe qui est dans le ventre et qui est dans le vagin. Dans le ventre, il y a le corps de l'utérus, il y a les troncs, il y a les ovaires. Et ça se prolonge dans le vagin parce qu'en arrivant dans le vagin, il y a les tuiles de sang qui vont refermer l'abdomen. Maintenant, la seule partie qui va rester, c'est la partie externe de l'utérus qu'on va trouver dans le vagin. Et pour le voir, on met souvent un appareil qu'on appelle le spéculum. Quand vous allez à l'hôpital, on veut faire le prélèvement cervico-vaginal ou bien même le dépistage du cancer du col. On va vous placer un appareil appelé spéculum et on aura accès au col de l'utérus. Le col de l'utérus, il mesure 4 cm. Il y a 2 cm qui sont dans l'abdomen. Quand on va opérer une dame pour faire la césarienne, c'est sur une partie du col de l'utérus. C'est là où on va opérer. Mais il y a d'autres parties qui restent dans le vagin. C'est lui qui va s'effacer et se dilater pour que le bébé sorte. D'accord? Donc on va donc parler du cancer du col de l'utérus. Diapositive. Après le cancer du sein. Et on a dit par ricochet, puisqu'on n'a pas fait les études, mais avec l'expérience clinique, c'est le premier cancer. Et tous les professionnels de la santé sont concernés. Quand une dame va avec son cancer du col, que ce soit le biologiste, ceux qui sont au laboratoire, il faut qu'il agisse. Que ce soit l'oncologue, il faut qu'il agisse. Quand ça va émettre des métastases, les autres spécialités vont venir agir. Donc, tous les professionnels de la santé sont concernés et il est important d'en parler pour améliorer la protection de nos populations.
parce qu'on peut facilement éviter le cancer du col. Diapositive. Rappelons, notons qu'une femme meurt du cancer du col de l'utérus tous les 2 minutes dans le monde entier. Donc là, on a mis combien de temps? Imaginez combien de femmes sont mortes. Tous les 2 minutes dans le monde entier, une femme meurt du cancer du col de l'utérus. C'est tellement grave, il faut en parler. Il y a 576 nouveaux cas par an et 230 décès chaque année. Plus de 80% sont dans les pays à ressources limitées. On compte les gens qui vont se faire consulter parce que dans des traités blanches. Et quand on a essayé de traiter, on a mis l'eau salée, ça n'a pas marché, qu'on va à l'hôpital. N'est-ce pas? Voilà, donc 80% sont diagnostiqués à des stades tardifs, d'où la forte mortalité. Diapositive. Donc, l'histoire, on a dit, ça commence toujours par une localisation. Afternoon to all. Yeah, I'm called Ahmed Junior. So, I have a quick question. So, I would like to know what is the name of the vaccine you can... Cevarix. So, I would like to know what is the name of the vaccine you can prevent from papillomavirus. Pour le vaccin pour la prévention du human papillomavirus, il y a 2 vaccins. Il y a le Gardasil, il y a le Cevarix. Mais au Cameroun, nous n'avons que le Cevarix qui est disponible. Okay, thank you very much. Thank you. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quelles sont les options. Quelles sont les options du... Monsieur, j'aimerais savoir quelles sont les options. Il veut savoir une dame qui a des lésions précancéreuses sur un trait. Est-ce qu'elle peut encore être fertile? Ça dépendra. Vous avez parlé d'une femme enceinte qui accouche et dès qu'elle n'est pas disponible, le cancer vient rester au cours de l'enfant. Et ce n'est pas le cancer, il n'y a pas de cancer. J'ai parlé des verrues qu'on voyait, les condylomes. Et s'il y a ces condylomes à la porte d'entrée dans le vagin, si la dame fait un accouchement par voie basse, le bébé en prenant les sécrétions va développer cette même lésion au niveau de la gorge. Ce n'est pas le cancer, là-bas c'est les condylomes. Condylomes accumulés, ce n'est pas le cancer. Un peu plus haut, vous avez dit que la maladie se transmet par voie sexuelle, monsieur. J'aimerais savoir, monsieur, j'ai envie de prendre un cas pratique pour voir si on peut contracter la maladie. Je suppose que peut-être, ceci pendant la toilette intime, est-ce que le virus peut être retrouvé sur la main? Non. Oui, d'autres questions? Vous avez parlé du tabac et de l'alcool. J'aimerais savoir comment est-ce que le tabac et l'alcool contribuent. La même chose qu'on a dit de l'autre côté, il va baisser l'immunité, il va fragiliser tes cellules. Est-ce qu'elle a encore des chances d'accoucher par exemple? Non. Si on enlève son utérus, même les règles, elle va plus voir les règles. Quand on est enceinte, le bébé va dans l'utérus. Si elle n'a plus d'utérus, on oublie les règles. On oublie le bébé. Bonsoir, moi c'est Maman Césaire. Donc il y a cela un mois, je suis face à une situation qui me taraude l'esprit. J'étais à l'hôpital avec une tante. Elle est arrivée pour voir l'hépatogastro par rapport à l'hépatite C. L'hépatogastro nous envoie faire le scanner pour déterminer. Il suspectait un cancer au niveau des ovaires. Et il savait que c'était ça. Ma tante est plus solide que moi. Je lui demande, y a-t-il des symptômes
des signes annonciateurs qui montrent que cette personne peut être atteinte ou bien elle est affectée par le cancer. Et de deux, le gynécologue nous fait savoir que c'est déjà à un stade très avancé. Donc si c'est qu'on peut faire quelque chose, elle peut aller en aide. Soit elle passe par l'oncologue pour faire la chimio. Je me demande, docteur, jusqu'à présent elle est bien portante, aucun signe. Mais le scanner démontre qu'elle a un cancer, une tumeur avancée au niveau des ovaires. N'y a-t-il pas de signes? D'accord, si je annonce le cancer, il y a généralement les signes généraux, ça serait l'amaigrissement. Quand on parle de cancer, la personne va perdre le poids. Il y a l'anorexie, il n'arrive plus à manger malgré tous les stimulants qu'on va donner. Donc la personne va perdre le poids, il y aura l'anorexie. Maintenant, ça dépend du type de cancer. Le cancer de l'ovaire, il a d'autres signes, il y aura l'acide, elle va développer de l'eau dans l'abdomen. Il y aura beaucoup d'eau dans l'abdomen. Si c'est celui du col, c'est le saignement des contacts. Ça dépend de là où est le cancer. Mais sinon, dans les signes généraux, quand on est dans un stade avancé, il y aura l'amaigrissement qui ne va pas tromper. Il y aura l'anorexie, elle ne va plus manger. Ça, c'était pour la question. Et tu demandais l'autre question, c'était pour savoir s'il y a des signes. Voilà, maintenant, en Inde, c'est parce qu'ils ont un tableau, un plateau technique plus avancé que le nôtre. Ils sont plus spécialisés. Nous, on n'a pas encore ce moyen-là ici. C'est pourquoi à un moment donné, ce ne sont que des soins palliatifs pour t'accompagner. Mais chez eux, encore là-bas, ils ont la médecine qui est plus développée. C'est leur domaine, l'oncologie, c'est le domaine du cancer. Donc, ils étudient dans le cancer chaque fois comment améliorer la survie. C'est pourquoi on parle d'Inde. Ce sont eux qui ont le plateau technique le plus vite ici. Voilà, c'est mieux que la chimiothérapie, la radiothérapie. Même l'opération ne peut plus. Voilà. D'autres questions? Oh non. Please, sir, I would like to know if after vaccination, are you going to be immunized in life, or are we going to need to be vaccinated again? Ok, merci. On a vu qui étaient les femmes ou bien les personnes éligibles à la vaccination. La vaccination, c'est 3 doses. La première fois, après 1 mois et après 6 mois. Si on a les 3 doses, on est immunisé. On n'a plus besoin d'autres doses. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir, comme vous avez énuméré tantôt que la transmission se passe par l'homme. Lorsqu'on détecte déjà que c'est l'homme qui partage cet agent pathogène, l'homme qui partage l'agent pathogène en question, que doit-on faire à ce stade-là? C'est pourquoi on a vu dans la prévention la fidélité. Il ne faut pas avoir beaucoup de détresse. On va partager. Donc si tu aimes tes sœurs, il faut rester fidèle. Maintenant, si tu veux guetter d'ailleurs, il y a le IST. On a dit l'histoire. Au début, il y a une localisation, le col. Et il y a un gène, le human papillomavirus, dont la voie d'accouchement importe peu. C'est vrai qu'on a vu les microtraumatismes qui sont les facteurs associants ou bien les facteurs qui favorisent la survenue de la maladie. Mais pour qu'il y ait la maladie, il faut d'abord le human papillomavirus. Donc la césarienne ne saura être un facteur protégeant contre le cancer du col. Qui transmet le human papillomavirus à la femme manifeste les symptômes de la maladie. C'est pourquoi j'ai dit au départ, c'est rare. Il n'a pas, et quelques rares fois, on a trouvé les cas de cancer du pénis. Mais on les compte, c'est rare. Ça n'existe presque pas. Il est donc porteur. Oui, il est porteur, ça ne fait pas la maladie. Oui, ces deux cancers, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, provoquent bien évidemment des troubles psychologiques multiples et fréquentes. Nous pouvons citer entre autres l'anxiété, la phobie, la dépression et bien évidemment le trouble de personnalité. Donc, comme Dr Bougan l'a dit tantôt, je vais dire,
le traitement est pluridisciplinaire. Pour le traitement, nous allons avoir des oncologues, des gynécologues, des radiologues et bien évidemment des psychologues qui vont, n'est-ce pas, entretenir et la famille et également la patiente. Donc, ces deux cancers, pour conclure, ces deux cancers engagent beaucoup de troubles psychologiques, comme nous venons tantôt de citer. Donc, le traitement est donc multidisciplinaire. Merci. Soit du cancer du sein ou de l'utérus, on se retrouver à une autre maladie. Je vois, il a parlé de la dépression, il a parlé de tout ce qui tourne autour de l'aspect psychologique. Alors, on va là mettre la clé sous le paillasson et se dire au revoir. Mais une chose retient l'attention de cette coalition aujourd'hui. Il y a une étudiante qui a posé une question tout à l'heure là, qui suscite particulièrement notre attention, c'est de savoir comment réduire le taux de cancer, que ce soit du col de l'utérus ou du sein. Alors nous allons répondre en disant ceci. La meilleure façon de réduire cela, c'est dès aujourd'hui être des ambassadrices. Ça veut dire passer le message autour de vous. Il n'y a pas moyen plus efficace que cela. Passer le message autour de vous. C'est quand même triste de voir une jeune dame de 32 ans à la phase, déjà atteinte du cancer du sein, déjà, et de être au niveau de la métastase, comme le docteur disait tout à l'heure, vous avez vu. Et je connais même une proche qui est décédée il y a 2 ans du cancer du col de l'utérus. C'est dégueulasse. Sans vous mentir, ça fait extrêmement mal. Elle est décédée au niveau du vagin, c'est un trou carrément, elle monte comme ça. Parce qu'on a négligé et quand on a découvert, c'était très avancé. Alors pour mettre fin à notre échange, nous allons accorder 30 secondes seulement à chaque organisation ici. Ça c'est une façon de vous montrer comment passer le message de tous les vous. C'est déjà ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Nous allons passer la parole à chaque organisation ici présente. Après, c'est quoi? C'est l'Association pour l'enfance, l'éducation et la solidarité. Et comme vous pouvez lire ici, nous œuvrons pour l'amélioration du niveau de vie des orphelins, démunis, veuves, jeunes mamans célibataires dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé qui nous réunit ce soir, droits des femmes, droits des enfants, l'agriculture, l'environnement, l'élevage, la promotion du genre, la recherche, l'innovation et la culture. Alors, je vais profiter de cette occasion pour vous parler d'un autre projet qui est en cours. Vous avez vu à travers les publications le projet Trébanoun, qui consiste à sensibiliser, éduquer la population du Noun sur une maladie qui est nommée la drépanocytose. J'avais déjà annoncé à certains, nous avons... Bonsoir, madame. Tout à l'heure, on a dit docteur Kougan. Alors maintenant, je vais donner la parole à madame Kougan. Bonsoir à tout le monde. C'est une pure coïncidence, je ne connais pas. Ok, moi c'est madame Kougan Evodine, je suis par ailleurs enseignante au lycée de Ndjimon et secrétaire générale de l'association Red Femmes. Red Femmes, c'est un réseau dynamique pour le développement des femmes. C'est une organisation qui a été mise sur pied ici dans le Noun et qui compte impacter non seulement au niveau du Noun, mais aussi au niveau national et international. Pour le moment, nous pouvons retenir de Red Femmes que Red Femmes est une organisation qui promeut le droit des personnes vulnérables. Red Femmes également est une association qui vise à booster, on va susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes filles en particulier. Red Femmes également travaille aux côtés des personnes en situation de vulnérabilité pour les encadrer, les accompagner sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel. Et nous travaillons également dans le but de préserver
préserver notre école. Directement à DIAF. À DIAF, j'ai annoncé tout à l'heure que la coordination, c'est celle-là qu'on ne présente plus. Elle est arrivée avec un retard vraiment 6 heures. Merci. Merci. Bonsoir. Déjà, je vais commencer par présenter les excuses. J'étais en train de travailler, je suis à Bafoussam, je suis en service au centre hospitalier régional de Bafoussam. Et je suis coordonnatrice nationale de ADF, qui est par ailleurs une association du développement d'excellents ateliers des femmes pour l'autonomisation et la scolarisation de la jeune fille. Moi, j'ai d'abord mis un accent sur le nom, parce que je suis très sensible à mon nom natal, d'abord. Et c'est un problème qui, depuis belle lurette, nous fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout la scolarisation de la jeune fille et l'entrepreneuriat féminin. Donc, ADF a d'abord commencé, dans un premier temps, à former les femmes des 9 arrondissements que compte le département du Nord sur le montage du projet. Et après cela, les femmes qui sont déjà venues nous soumettre leur projet, nous sommes en train de faire le suivi. Et la finalité, c'est que ces femmes puissent aller vers les enfants vulnérables, beaucoup plus les filles, pour leur scolarisation. Parce qu'on veut aussi que les filles soient au même pied d'égalité que les enfants garçons en matière de la scolarisation. C'est ça notre objectif. Et aussi, d'une manière ramassée, je veux parler de RBC24, qui est un média mis par ADF, toujours par, je ne vais pas dire ramassé, mais par ADF, parce que c'est un groupe de personnes. Et depuis qu'on a commencé avec la sensibilisation pour Octobre Rose, vous voyez toujours ce monsieur devant vous, il est là pour le compte de RBC24, c'est un média qui est déjà en ligne, en attendant les formalités pour les mettre toujours ici dans le nom natal. Et je tiens déjà à rappeler à toutes les associations, tous nos partenaires, que pour vos activités, n'hésitez pas de contacter M. G. La couverture, elle est gratuite. Merci. Comme ça, c'est vrai qu'on va revenir tout à l'heure sur la campagne de dépistage et également de cette couverture médiatique. Alors, après, à l'EF, nous allons donner la parole comme ça à Yanka. Yanka, je sais pas, M. Fifen, Mme Pendoura, ok. Bonsoir. Je vais commencer par m'excuser déjà pour le retard, parce que vous avez remarqué, je viens tout juste d'arriver. Alors, moi, je suis secrétaire dans l'association YIMCA, comme M. Gilles le disait tantôt. YIMCA, déjà, veut dire Young Men Christian Association. Et puis, vous allez vous demander pourquoi Christian Association, et puis je suis devant vous peut-être avec un voile. Christian, c'est parce que, à la base, ce sont des jeunes chrétiens qui ont eu l'idée de créer l'association. Alors le siège est à Genève, le siège se trouve à Genève, en Suisse. Et maintenant, c'est une association à caractère universel. Universel parce qu'on a plusieurs idées que nous développons, nous faisons dans les formations des jeunes, l'insertion des jeunes dans le monde professionnel, l'entrepreneuriat, l'éducation de la jeune fille surtout. Et dans tout ce que nous faisons, je ne vais pas oublier la santé. Nous faisons dans la santé aussi, d'où l'idée de se mettre en association. C'est vrai que l'idée est venue de M. Ombolo, M. Gilles. L'idée est venue de lui que je tiens à remercier particulièrement. Et comme nous faisons plus dans la santé, on a eu une idée, c'est de, chaque fois que nous avons l'occasion de penser aux jeunes, en les sensibilisant déjà sur des sujets comme le cancer du col de l'utérus et le cancer du sang, d'où l'idée de Octobre Rose. YIMCA, le siège est à Fumban et nous avons un groupe, comme j'ai dit au début, ça regroupe plusieurs pays, d'où le siège même est à Genève, en Suisse. Bon, je vais m'arrêter là, puisque je peux dire. Dernière organisation, Action pour la prévention routière et les premiers secours. Nous sommes exactement en 2017 quand je perds de façon extrêmement triste un ami. Et il meurt
responsabilité à l'incivisme d'un conducteur de moto. On s'est dit, wow. Et après, on a passé le temps à se plaindre. Les gens conduisent mal, on fait ci, on fait ça. Et on s'est mis ensemble à cette époque où je dirigeais une auto-école de la place. On s'est mis ensemble le moniteur de l'auto-école pour mettre cette association sur pied. L'idée c'était de lutter contre les drames routiers. Et comme on ne peut pas lutter à 100%, réduire à 100% le risque d'accident de la route, on s'est dit quand ça survient, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, c'est sûr que nous avons essayé de tendre nos champs d'action sur 3 dimensions. La première dimension, c'est l'aspect environnemental. Parce que quand on parle de premier secours aujourd'hui, il faut tenir compte de l'environnement. Nous avons l'obligation de protéger l'environnement. Donc, après, ce qu'on fait exactement dans la protection de l'environnement à travers le recyclage des déchets plastiques et organiques, nous sommes les premiers à Fundam à produire du biogaz. Je crois que vous avez entendu ça. Actuellement, nous avons 4 ménages à Fundam qui fonctionnent à biogaz et nous comptons étendre cela. Donc, on n'est pas installé ça à Ismata pour matérialiser notre partenariat. Alors, à côté de la protection de l'environnement, il y a le secours routier naturellement et il y a également le secourisme, comme je disais. L'adhésion à Pro Secours est assez élémentaire. Il suffit de nous rencontrer et le reste sera fait. Le siège, c'est à la porte d'entrée. Nous sommes ouverts. S'il vous plaît, nous vous invitons à vous joindre à cette coalition pour que nous puissions vraiment nous faire entendre. Je pouvais mener l'activité seule, monsieur Awa pouvait venir seul, ainsi de suite. Mais vous voyez qu'on a besoin de se mettre ensemble. Donc c'est une invitation aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Et c'est dans cette demande d'invitation que nous vous prions, chacune ou bien chacun au quartier, donnons-nous ce défi d'informer au moins une autre personne. Pourquoi ça ne passe pas de long? C'est une seule personne. On a 6 heures, on souhaite se retrouver au sérieux, très au sérieux. Donc nous comptons sur vous pour cette marche.